Bien sûr, je ne vous citerai pas les noms des 37 dynasties et des 345 pharaons connus ayant régné en Égypte antique sur une période de 3 millénaires jusqu'à Cléopâtre. Plus modestement, c'est notre voyage avec Dominique qui me guide dans ce montage amateur. Le programme est chargé de Luxor à Karnak, Edfou, Komombo, Assouan, Philae, Abou Simbel, retour par Esna, Médine Abou et la nécropole de Thèbes et sa vallée des rois. Avec ces quelques images, on est dans l'ambiance. Luxor, lieu de départ de cette croisière de 7 jours, est une ville édifiée entre deux massifs montagneux, là où se situe la vallée des rois et ses 62 tombes connues aujourd'hui. Depuis quelques années, une mission archéologique française étudie et restaure les ruines du Ramesséum et son vaste domaine entouré de bâtiments divers, ateliers, entrepôts, maisons de prêtres. Luxor et sa rive orientale, la nécropole thébaine, constituait la ville de Thèbes. La ville est reliée à Karnak et ses 3 temples par une allée de 3 km, l'allée des Sphinx, récemment mise à jour. Le complexe de Karnak, reconstruit et développé pendant plus de 2000 ans par les pharaons successifs, s'étend sur plus de 2 km². Il est composé de 3 enceintes. C'est le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité. Il est dédié au dieu Amon, son épouse Mout, qui symbolisait les rayons vifs du soleil, et leur fils Khonsou, le dieu de la lune. Ces 3 dieux étaient connus sous le nom de triade thébaine. Cette reconstitution du temple d'Edfou représente l'architecture des temples égyptiens classiques tels que nous les avons visités. À droite, l'allée des Sphinx. Pour rappel, c'est une créature légendaire à tête humaine ou animale, comme à Karnak le bélier, avec un corps de lion pour défendre l'entrée du lieu sacré. Suivent les 2 pylônes avec leurs 2 obélisques, comme au temple de Luxor. La première cour d'accueil, le péristyle, précède la salle couverte, l'hypostyle. Suivent la salle de la barque avant le sanctuaire où se situe le naos. El Karnak signifie village fortifié. L'entrée du temple d'Amon, le seul qu'on le visite, se fait à gauche, où arrivait le canal avec son débarcadère pour le déchargement des énormes blocs de construction. Au centre, le plan d'eau pour la purification des prêtres. En bas, 3 pylônes suivis d'un dromos, l'allée de Sphinx conduisant au temple de Mout. Ces quelques remblais conservés permettent de comprendre la façon utilisée pour tirer les énormes blocs lors de la construction des pylônes. Les temples de Karnak, comme d'autres temples, étaient devenus des carrières pour tous, avant d'être quasiment enfouis sous les sables des déserts. 20 sphinx à tête de bélier protègent l'entrée. Chacun tient entre les pattes en signe de protection une statuette du pharaon. Les 93 autres sphinx ont été réaménagés en début du XXe siècle dans le péristyle. Ces cryosphinx, aux corps de lion accroupis, à longues pattes et à tête de bélier, aux cordes recourbées, symbolisent la puissance physique et l'énergie fécondante, la force du lion et l'ardeur du bélier. Comme d'autres pharaons avant lui, Ramsès II s'est imposé dans la cour péristyle par cette très belle statue en granit rose de 15 mètres de haut. La petite statue de Bentada, l'une de ses filles et épouse, est levée entre ses immenses jambes. D'autres pylônes inachevés ou partiellement détruits et d'autres statues, ici celle de Thutmosis II, marquent les étapes de cette première visite de cet immense temple dédié à Amon, le dieu invisible, l'une des principales divinités égyptiennes. C'est mon premier contact avec l'espace d'une cour d'un temple. Le nombre impressionnant des colonnes et leur énormité écrasante m'a coupé le souffle. Je suppose que l'on construisait ici les demeures des dieux pour l'éternité. C'est une véritable forêt. Les colonnes développent des circonférences entre 10 et 15 mètres pour certaines. Lors de la construction,
La salle, emplie de briques d'argile crue et de gravier jusqu'à hauteur des architraves, permettait de graver les reliefs au fur et à mesure du déblayage progressif. Luxor, sur la rive droite du Nil, est situé en Haute-Égypte, à 700 km du Caire et à 300 km d'Assois. De la fin de l'été jusqu'en avril, des millions de visiteurs fréquentent la ville la plus ensoleillée du monde, avec 1,1 mm d'eau par an, avec pas moins de 3 départs journaliers de Roissy. Des centaines de bateaux de croisière et de luxueux hôtels avec piscine les attendent. Le deuxième obélisque manquant, à droite, a été offert par Méhémet Ali, vice-roi d'Égypte, à Charles X et à la France en 1830. Il ne sera érigé sur la place de la Concorde qu'en 1836. Ici, une porte d'entrée de la mosquée, construite elle-même sur une église à l'époque romaine, en dit long sur le niveau des alluvions et des sables des déserts accumulés pendant des millénaires. Le temple abandonné était devenu un camp pour les légions romaines avant que les conquérants musulmans ne s'en emparent pour établir leur mosquée. Le pharaon Amenhotep III est à l'origine de cette enfilade de colonnes dédiées au dieu Amon. 64 de colonnes papyriformes donnent accès à la salle de la barque solaire jusqu'au Naos, où se situe l'effigie de la divinité. Cours, salles d'offrande, chapelles se succèdent, chaque pharaon y ajoutant sa marque. Les travaux de la mise à jour de l'allée des Sphinx, dite Dromos, ne datent que des années 50. Enseveli sous les sables et les alluvions, il a fallu détruire des dizaines de constructions. 807 sphinx à tête humaine et 250 à tête de bélier y ont été découverts et restaurés. C'est sur cette voie sacrée que, lors d'une procession somptueuse, le dieu Amon-Rê, accompagné de son épouse Mout et de leur fils Khonsou, quittait Karnak pour rejoindre Luxor sur 3 vaisseaux pour s'unir à Opet, représenté sous la forme d'une femelle hippopotame. Les prêtres déposaient les barques dans la chapelle reposoir, accompagnés de rites et d'offrandes. Devenu Amon-Min, Pharaon retrouvait toute sa vigueur. Aujourd'hui, le président Sisi vient de remettre la fête d'Opet au goût du jour. Court rappel des ordres en architecture. Il détermine les proportions, les formes et l'ornementation. 3 pour les Grecs, l'ordre dorique, l'ordre ionique et l'ordre corinthien, que vous connaissez bien sûr. Petit détour par l'art roman en Europe, les chapiteaux historiés. Ici, le moulin mystique à Vézelay. Les Égyptiens utilisent 6 ordres inspirés par la nature. Les principaux sont le palmiforme, en forme de feuille de palmier, bien sûr, le lotiforme, en forme de bouquet, ouvert ou fermé, et le papyriforme, ouvert ou fermé. À Edfou, l'un des temples les mieux conservés d'Égypte,
on célèbre le dieu Horus à la tête de faucon. Il fut remanié par Ptolémée XII à partir de 200 avant notre ère. Pour rappel, la dynastie des Ptolémées est née de la dispersion entre ses généraux des territoires de l'immense empire du Macédonien Alexandre le Grand, après sa mort, empoisonné à 33 ans à Babylone, en 323 avant Jésus-Christ. Dégagé des gravats par l'égyptologue français Auguste Mariette au milieu du XIXe siècle, il est couvert de gravures à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce mur raconte aussi de multiples histoires, dont la position des femmes lors de l'accouchement et les instruments nécessaires à l'opération. Dominique expérimente cette position idéale sur cette auge. L'arrivée au coucher du soleil au temple de Komombo, sur les bords du Nil, a été un émerveillement. L'orange devenant rouge des chapiteaux, le défilé de superbes reines incandescentes fut un enchantement. Ce temple, dédié au dieu Faucon, date de l'époque gréco-romaine. Il fut construit par Ptolémée VI. On débarque directement à quai avant d'accéder à ce temple bien conservé. Les sculpteurs égyptiens, proches de la nature, célébraient aussi la faune et la flore. Oiseaux, poissons, fleurs d'eau rythment et ponctuent les bas-reliefs. Esna est connu par les croisiéristes pour son pont qui enjambe le Nil, et surtout pour son écluse où les imposants bateaux de touristes se succèdent. Au cœur de la ville, un temple dédié au culte de Doum, le dieu à tête de bélier. Passant par le souk, on descend dans cet espace en partie enterré à 10 mètres au-dessus du niveau du sol. Construit durant la domination romaine, il servait d'entrepôt de coton. La salle hypostyle est plantée de 24 colonnes aux chapiteaux végétaux composites. Défraîchis, ils retrouvent, grâce aux travaux des équipes allemandes et égyptiennes, toute leur beauté. On va dire, de l'extérieur, les cartouches qui sont à l'extérieur, on a 18 cartouches pour Vespasien, et 18 pour Claude. Il y a des colonnes où se représente le nom de l'empereur romain Domitia. Entre le colonnement, où il y a le nom de l'empereur Néron. Vespasien aussi. Le temple funéraire de Ramsès III est connu comme le temple des millions d'années, inspiré par le ramesséum de son père Ramsès II. Comme lui, il est entouré de magasins, de locaux administratifs, de logements de prêtres et de fonctionnaires. Menacé à cette époque par des envahisseurs, c'est un véritable bunker entouré d'autres édifices. Sur les pylônes d'entrée, Ramsès III a fait sculpter ses ennemis vaincus, enchaînés, tandis que sur les rebords reposent leurs têtes. Du séjour à Assouan, je retiens une balade en felouk vers l'île Éléphantine, en passant devant le luxueux hôtel Le Cataracte où, entre autres célébrités, François Mitterrand passait Noël et Agatha Christie a écrit son roman Meurtre sur le Nil. Je retiens aussi l'accueil au village nubien. Lors de l'inondation de la vallée du lac Nasser, quelques 100 000 Nubiens ont dû fuir.
Certains ont été installés sur l'une des îles de leur maison bleue, servant un thé aux visiteurs comme le veut la tradition en Égypte. Quelques familles y élèvent même un crocodile, dépositaire des forces mystérieuses de l'eau liées à la fertilité et à l'abondance. Avec ses 6671 km, le Nil est le plus long fleuve du monde. Alimenté par le Nil bleu et le Nil blanc, il coule en Égypte sur 1500 km. Le premier barrage a été édifié par les Britanniques et inauguré en 1909 dans les cataractes du sud d'Assouan, pour augmenter la production de coton, tissé bien sûr en Angleterre. La décision du président Gamal Abdel Nasser d'inonder une vallée habitée par les Nubiens afin d'augmenter les zones irriguées ne fut pas sans conséquence sur les relations internationales. Finalement, financé et construit par les Russes, le barrage fut inauguré en 1976. Outre l'évacuation de milliers de Nubiens, une vingtaine de monuments furent édifiés sur les hauteurs à l'abri des eaux. Ainsi, Abou Simbel et Philae. Encore une belle histoire que celle du sauvetage du temple de Philae. Sans l'action de l'UNESCO, la perle de l'Égypte aurait été engloutie. Reconstruite sur l'île voisine d'Akikia, le temple, édifié au IVe siècle avant notre ère, est dédié à Isis. Symbole de souffle de vie, elle fut l'une des déesses les plus populaires du panthéon égyptien. Son culte perdure dans le monde romain, grec jusqu'aux Indes. Les humanistes du XVIIIe, les francs-maçons et d'autres cultures font référence à Isis, la mère nourricière. Reine devenue pharaon, Hatshepsut construit cette impressionnante façade et sa longue terrasse à l'architecture classique sur fond de falaises écrasantes. Je ne sais pas pourquoi cette belle perspective me fait penser au château de Versailles. Sa voie processionnelle conduit vers le temple funéraire. Les pylônes habituels ont été remplacés
par des portiques-galeries soutenus par des piliers dits osiriaques, c'est-à-dire les statues leur faisant corps. Hatshepsut, grande bâtisseuse, initia des centaines de projets en Basse et Haute-Égypte. Dans ce paysage de massifs montagneux arides, la nécropole thébaine comprend la vallée des rois, la vallée des reines et la vallée des nobles. La visite la plus impressionnante, la plus émouvante aussi, de notre croisière fut, pour moi, cette descente progressive dans le fabuleux tombeau du pharaon Séti Ier, le père de Ramsès II, décédé il y a près de 3000 ans. Je n'ai pas cherché à comprendre la signification complexe de ces bas-reliefs hauts en couleurs, merveilleux, que j'ai filmés goulûment, de manière désordonnée hélas. Pharaon de l'âge d'or de l'Égypte, Ramsès II, souverain bâtisseur, a construit plus de monuments et engendré plus d'enfants que tout autre roi égyptien. Durant son règne de 66 ans, il meurt à 91 ans,
Il engendra pas moins de 126 enfants, dont une centaine de filles. Il eut une douzaine d'épouses royales, 200 concubines, épousera même ses filles et l'une de ses petites filles. يا فراشي نقيلي زهرات البقر الشارع على شعرها تشكيلي يا فراشي نقيلي زهرات البقر الشارع على شعرها تشكيلي أطفال وخلي الزنبق يصرخ لها من قلبه موال والعصفور يترغلها ويترجم شوال وشق الفجر يلغم لها عودار زهرات